Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, sommaire de l'actualité. Arrivée à Djibouti des chefs de la diplomatie d'Éthiopie, de Somalie et d'Érythrée. Et J-6, le ministère de l'Éducation nationale lance les derniers préparatifs de la rentrée. Et au Yémen, Genève donc accueille ce jeudi les premiers pour parler de paix depuis fin 2015. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Les ministres des Affaires étrangères de l'Érythrée, Ousmane Salah Mohamed, de l'Éthiopie, Wolkene Gebienivu Negevu et de la Somalie, Ahmed Issa Awad, sont arrivés en fin de matinée à Djibouti. La venue à Djibouti des chefs de la diplomatie des trois pays de la région marque une reprise des pourparlers entre l'Érythrée et la République de Djibouti sur le contentieux frontalier qui oppose les deux pays. Ces pourparlers se tiennent sous les auspices de l'Éthiopie et de la Somalie. Ils font suite à la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi qu'avec la Somalie et Asmara. La délégation a été accueillie à l'aéroport par le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Et peu après, le ministre des Affaires étrangères a reçu au salon d'honneur de l'aéroport international, en présence du secrétaire général de la primature, du ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, et du ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher. Et aussitôt après son arrivée, la délégation des ministres des Affaires étrangères de l'Érythrée, de l'Éthiopie et de la Somalie a eu une rencontre au ministère des Affaires étrangères. Les travaux de cette réunion se sont tenus à huis clos. Côté djiboutien, outre le ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette réunion le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, et le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cher. Les secrétaires généraux donc, de la primature du département des Affaires étrangères ont tous deux également assisté à cette réunion. C'était à huis clos. Santé à présent, l'unité du SMUR de l'hôpital Cheikh de Belbela poursuit ses activités de transport médicalisé dans la prise en charge des patients dans leur domicile ou lors des accidents sur les voies publiques. Les fréquences des interventions du SMUR ont connu une croissance exponentielle depuis la redynamisation de ce service d'aide publique au profit des personnes présentant des contraintes sanitaires. Cependant, les autorités sanitaires enregistrent un nombre important d'appels anonymes, de fausses alertes qui entravent le bon déroulement de cette prestation essentielle pour le transport médicalisé et sécurisé des patients vers les structures hospitalières adéquates. Composées de 7 ambulances entièrement équipées pour les prises en charge d'urgence et de réanimation, le délai d'intervention du SMUR a été fortement réduit à travers la disponibilité d'un numéro vert gratuit, le 119, qui est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le ministère de la Santé soutient un projet d'envergure nationale pour étendre davantage ces activités de transport médicalisé à travers la réduction du délai
délais d'intervention et l'amélioration de la qualité de la prise en charge globale et médicale de premiers secours. Et le directeur de l'hôpital Chirou a rappelé donc sur objectif et la mission du SMUR dans la prise en charge et les transports médicalisés des patients en difficulté sanitaire. Donc vous aurez cette intervention et ces images dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, les responsables de la force en attente pour l'Afrique de l'Est, connue sous le sigle de l'EASF, ont tenu à l'Institut diplomatique une réunion pour réactualiser et insérer les données informatiques sur les personnes et organismes susceptibles de travailler avec l'EASF. Cette réunion a vu la participation du directeur de la force en attente de l'Afrique orientale, Abdullahi Omar Bouh, d'autres hauts cadres du département des affaires étrangères, ainsi que des experts de l'EASF. Plusieurs cadres experts ont été interviewés pour être répertoriés et insérés dans ces bases de données. Certains pourront être chargés d'assurer d'importantes fonctions. Composante militaire, la composante police et la composante civile, qui est aujourd'hui représentée ici dans ce workshop. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la composante civile, qui est responsable de la planification, de la formation et du déploiement d'experts civils pour les opérations de maintien de la paix. Dans cette mission, la composante civile fournit des prestations complètes, non seulement dans le cadre de la gestion de la violence liée à un conflit, mais aussi à l'analyse et le traitement des causes structurelles et profondes du conflit. Et rappelons qu'au passage que la force en attente de l'Afrique orientale rassemble des militaires, des policiers et des civils de différents pays de la région, comme le stipule le protocole établissant le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, de l'Union africaine. Ce choix permet non seulement de renforcer la cohésion entre les acteurs de l'EASF, mais aussi d'instaurer une meilleure compréhension entre les peuples et gouvernements de Djibouti et de ses voisins. Écoutons les propos de ce responsable sur cette réunion. Aujourd'hui, afin de faire un bref horizon sur les potentiels civils djiboutiens qui peuvent être déployés au sein de la mission paix et sécurité de l'Union africaine. J'aimerais remercier ici également notre brillant directeur, que nous sommes fiers qu'il est djiboutien, à la tête de cette importante institution pour ses efforts vigoureux. Dans sa création, l'EASF a développé et a adopté une approche qui intègre les trois composantes multidimensionnelles, à savoir, comme l'a si bien cité le directeur, militaire, police et civil. Le personnel venant des États membres de l'EASF est régulièrement réuni dans des formations intégrées pour des sessions de renforcement des capacités afin d'améliorer leurs connaissances et aptitudes dans le domaine des opérations de soutien de la paix. L'EASF s'est aussi engagé dans un processus d'harmonisation des concepts d'opération de la force avec les politiques des différents États membres afin de faciliter l'interopérabilité, renforcer la cohésion pour que le personnel puisse travailler ensemble comme une seule équipe afin de mieux faire face aux crises dans la région de l'Afrique de l'Est. Cette approche est une déviation positive par rapport au modèle traditionnel de maintien de la paix où le personnel était pris dans les États membres sur la base de leur volonté et selon la demande.
Avis de recherche pour clore l'actualité nationale. Une petite fille âgée de 5 ans, Mako Ibrahim Awale, est activement recherchée par sa famille. Mako n'a pas été revue depuis 17 h. Hier, en début de soirée, elle habite à Hayablé. Elle portait au moment de sa disparition une robe de couleur rose. Toute personne susceptible d'avoir eu quelconque information sur cette petite fille est priée de contacter ces numéros suivants: le 77 77 86 48 95 ou le 77 11 87 78 ou l'emmener au poste de police de Hayablé. Et avant de passer aux nouvelles à travers le monde, on va retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après prière. Tout de suite, voici le reste de l'actualité. De là, nous passons aux nouvelles régionales et à travers le monde avec Samatal Sirid. Bonjour à vous. Bonjour Asma, bonjour à vous. Et on commence par le Yémen et Genève qui accueille ce jeudi les premiers pour parler de paix. C'était depuis fin 2015. Effectivement, Asma, les partis en lice dans le conflit yéménite doivent prendre part à ce jeudi à Genève au premier pour parler de paix. Depuis la fin 2015, les Nations Unies cherchant à mettre un terme à la crise humanitaire actuellement dans le monde. L'émissaire spécial de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, souhaite voir le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et les mouvements chiites des Houthis œuvrant en faveur d'une solution de paix qui permette le retrait des forces étrangères des pays et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Asma. Et en Irak, un nouveau mort dans les manifestations à Bassoura. Effectivement, un manifestant a été tué hier à Bassoura lors d'une nouvelle journée de protestation dans la ville pétrolière du sud irakien, théâtre la veille de la mort de 6 manifestants. Les autorités assurent avoir ordonné aux policiers et aux soldats déployés autour et à l'intérieur du gouvernorat, en partie incendié au cours des récentes nuits, de ne pas tirer des balles réelles. Toutefois, des tirs ont bien été lieu en l'air et en direction des manifestants au cours de la journée en soir. Hier soir, le commandant des opérations de Bassoura, le général Jamil Al-Chomoueri, de son côté, a affirmé que dans le même temps, 30 membres des forces de l'ordre avaient été blessés par des jets de grenades à d'objets incendiaires, accusant également des casseurs derrière les assassinats des manifestants. En juillet, le gouvernement avait annoncé un plan d'urgence de plusieurs milliards de dollars pour le sud du pays, épargné par la guerre contre le groupe d'État islamique, mais délaissé sur le plan des infrastructures. Asma. Et vous allez faire le point on va faire le point avec vous sur ce nouveau sommet entre le nord et le sud aux péninsules coréennes en ce mois de septembre. Effectivement, Asma, Kim Jong-un et Moon Jae-in vont se retrouver le 18 et 20 septembre pour un 3e sommet entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le dirigeant nord-coréen s'est de nouveau dit prêt à coopérer sur la dénucléarisation. Les discussions avancent. Les dirigeants de la Corée du Nord, Kim Jong-un, et le président sud-coréen Moon Jae-in tiendront en septembre à Pyongyang leur 3e sommet pour discuter du désarmement nucléaire. Annonce Séoul. Au cours d'un face-à-face prévu le 18 et le 20, les deux dirigeants discuteront des questions comme les mesures pratiques à prendre pour le dénucléariser la péninsule, a déclaré à la presse Chung Win-young, le conseiller à la sécurité du chef de l'État du Sud. Et au Japon, ce nouveau séisme meurtrier qui a frappé l'île d'Hokkaido. Effectivement, 2 jours après un typhon dévastateur, un puissant séisme a provoqué des glissements de terrain jeudi très tôt sur l'île japonaise d'Hokkaido, faisant au moins 2 morts et une quarantaine de disparus. Des vues aériennes montrent des montagnes littéralement coupées en deux par un impressionnant éboulement qui ont arraché des arbres et englouti des maisons construites en contrebas. Les pompiers altruaient les habitants. Le tremblement de terre s'est produit en pleine nuit à 102 km au sud-est de la capitale régionale de Sapporo. 2 jours à peine après un typhon dévastateur dans la région de Osaka, une réplique d'une magnitude de 5,3 a secoué la zone quelques instants plus tard et un petit séisme secondaire ont été ressentis vers le reste de la nuit. Et pour clore l'actualité internationale, on parle des sports avec Ligue des Nations qui va à un match, donc on va opposer, ce sera ce soir, l'Allemagne contre la France. Effectivement, Asma, les champions du monde sont de retour 53 jours après l'épilogue victorieux de leur campagne en Russie. Les Bleus entraînaient leur maillot orné de 2 étoiles ce jeudi soir face à l'Allemagne, l'Alliance Arena de Munich. Les 23 joueurs sélectionnés pour le mondial ont été rappelés, à l'exception de Hugo Lloris et Steve Madonda, tous deux blessés. Le gardien du PSG, Alphonse Areolo,
devrait donc honorer sa première sélection. Pour Didier Deschamps, il faut diriger l'euphorie du titre mondial. Il faut surtout se méfier de la Mannschaft. Les cadres de la Mannschaft n'ont pas changé. Manuel Neuer, Thomas Müller, en passant par Jérôme Boateng, Toni Kroos, ils sont en revanchards après leur élimination dès les premiers tours de la Coupe du Monde dont ils étaient les tenants du titre. Merci Samuel pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 22h pour un nouveau journal.